En ce moment, on est en train de créer une nouvelle fonctionnalité pour mon logiciel Your Charlie. Et je me faisais la réflexion que si t'es pas du milieu, c'est vachement abstrait de comprendre comment tu passes d'une simple idée à quelque chose de concrètement utilisable. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment nous ici on fait pour créer une fonctionnalité de A à Z. Le but de cette fonctionnalité, c'est de permettre à nos utilisateurs de faire une sélection de leurs meilleurs témoignages vidéo et de pouvoir les afficher sur une URL prête à être partagée. Et cette fonctionnalité, on va l'appeler le Wall of Love. Et ce qui va être cool avec ce Wall of Love, c'est que l'utilisateur, il pourra soit l'intégrer directement sur son site internet, avec un petit bout de code à mettre sur son site, soit il aura une URL qu'il pourra partager, par exemple mettre en signature de ses mails ou en en-tête sur ses réseaux sociaux, pour avoir une page dédiée avec toute sa preuve sociale et ses témoignages clients. Donc des idées, on en a tous et à peu près tout le temps. Et si j'écoutais tout le temps toutes les idées que me suggèrent mes clients ou mon équipe, je vous garantis que mon logiciel il aurait une liste de fonctionnalités interminable. Donc mon objectif à moi en tant que CEO, c'est de prioriser et de choisir quelles sont les fonctionnalités qu'on va réellement développer. À partir du moment où on a choisi de réaliser une de ces fonctionnalités, on passe par plusieurs étapes et la première, c'est la partie brainstorm. Au final, on s'assure que la manière dont on va répondre aux problèmes, c'est la bonne chose qu'on met en place, que la solution qu'on propose est aussi la bonne méthode pour y parvenir. Parce qu'il y a plusieurs manières de résoudre un même problème. Bon, comme ça a l'air un petit peu abstrait, je comprends. Mais l'étape d'après, justement, on rentre vraiment dans le vif du sujet, on est dans quelque chose de beaucoup plus concret. Je te montre. Ok, donc à cette étape, l'objectif, ça va être de faire une représentation visuelle de ce qu'on a dans la tête. Si je fais un gros dézoom comme ça, on a toutes les idées qui ont été mises en commun avec l'équipe de dev. Pour le moment, j'en suis à l'étape réunir toutes les idées et faire en sorte que ça donne une idée de ce que ça peut donner, à quoi va servir quel bouton, toutes ces choses-là. Donc là, on est vraiment sur l'étape de mock-up. On ne cherche pas à faire quelque chose de beau, on cherche à faire quelque chose qui rassemble l'ensemble des informations qu'on sait nous donner dans le brief et s'assurer qu'on n'a rien oublié. Donc dans notre exemple, l'objectif c'est de créer un builder, donc un compositeur en ligne, dans lequel tu vas pouvoir choisir tes témoignages et les afficher sur une page. Donc je dois prévoir un emplacement où il y aura la liste de mes témoignages, un système qui me permet de faire du drag and drop, glisser et déposer un témoignage à droite. Je dois prévoir l'emplacement pour le titre de l'entreprise, la description, les réseaux sociaux. Voilà, ce sont tous les éléments que je dois anticiper pour que visuellement, ma fonctionnalité soit facile à prendre en main pour mon utilisateur. Et c'est une fois que je vais réussir à avoir cette harmonie sur mon papier que je vais passer à la partie design. Donc là, j'utilise des Illustrator, Photoshop, peu importe. Et je vais donc, cette fois-ci, véritablement mettre ma charte graphique dessus, mes typos, de vrais textes, de vraies icônes. Et parfois, c'est là aussi où je me rends compte que j'avais pas prévu suffisamment de place pour mes emplacements ou des choses comme ça. C'est là où je fais mes derniers petits ajustements. Et c'est uniquement à partir du moment où la maquette est validée, donc pas uniquement par moi, mais par toute l'équipe, qu'on pense qu'on a mis tout ce qu'on devait mettre dedans et que c'est conforme au cahier des charges, qu'on passe à l'étape d'après, le dev. Et donc dans le dev, il y a deux grandes parties, le front-end et le back-end. Si je devais te faire un schéma facile, le front-end, c'est ce que tu vois, et le back-end, c'est ce que tu vois pas. La logique, la mécanique qui est derrière. Il n'y a pas vraiment une bonne méthode pour coder. En tout cas, nous ici, ce qu'on fait, c'est que d'abord on fait le front-end et ensuite on fait le back-end. Dans la partie front-end, notre objectif, ça va être de faire vraiment la réplique exacte de la maquette en code. Donc tu as tout comme sur la maquette Photoshop, c'est dans du code. Par contre, il ne se passe rien. Si tu cliques sur un bouton, il n'y a pas de réaction. Donc une fois que tu as fait cette partie-là, la partie visuelle, tu passes à la partie back-end, dynamisation. C'est le moment où on va venir connecter ce que visuellement on voit à la logique de notre logiciel. Par exemple, c'est ce qui va faire que quand tu cliques sur un bouton, ça va venir enregistrer les témoignages que tu as mis dans ton wall. Mais moi, ce que je garde toujours en tête, c'est que développer une fonctionnalité et coder, c'est un peu comme un iceberg. Le front, c'est tout ce que tu vois, mais le back, c'est tout ce qui est sous l'eau. Et parfois, il y a une logique bien plus complexe que ce que tu vois, toi, visuellement dans ton écran. Et souvent, d'ailleurs, les fonctionnalités qui t'apparaissent être les plus simples sont souvent celles avec une machine de guerre derrière pour rendre la chose simple. Ça a l'air un peu grossier, là, ce que je raconte. C'est pas un tuto, c'est pas le but. C'est juste pour que tu comprennes un petit peu l'envers du décor et comment ça fonctionne. Et donc, si je résume, là, on a eu une idée, on a été capable de la représenter visuellement, on a codé l'affichage, on a dynamisé
Et là, tu pourrais te dire, bah let's go, vas-y, je mets en prod et je le distribue à tous mes utilisateurs. Sauf que si tu fais ça, tu risques de faire une grosse erreur. Il faut d'abord passer par l'étape cruciale des tests. Et crois-moi, c'est souvent à cette étape-là que tu te rends compte qu'il y a plein de choses auxquelles tu n'as pas pensé. Pour faire les tests, on a 3 phases. La première, c'est un test de fonctionnement basique. L'objectif à cette étape, c'est de vérifier que ça fonctionne, tout simplement, que quand je clique sur un bouton sauvegarder, ça sauvegarde bien. Donc là, on prend l'ensemble du code, on le met sur un serveur, en conditions réelles d'utilisation, où l'utilisateur va vraiment se loguer avec son login et son mot de passe, et on va voir si la fonctionnalité répond correctement. La deuxième phase de test, c'est un test de compréhension. Est-ce que notre fonctionnalité, n'importe qui, un utilisateur lambda, va la comprendre dès le départ? C'est ce qui va déterminer si la prise en main va être facile ou pas. Et il faut savoir que nous, on a forcément un biais à cette étape-là, c'est qu'on connaît tellement bien le logiciel, on y a passé déjà tellement de temps dedans, qu'on voit plus rien. C'est pour ça qu'en général, on va passer le lien à quelques vrais utilisateurs, un peu comme une bêta. On va leur dire, est-ce que tu peux tester cette fonctionnalité? Et on attend ensuite leur feedback. On essaie de savoir comment ils ont compris le truc, comment ils l'ont utilisé, pour vraiment voir si c'est compréhensible. Et enfin, la troisième phase de test, c'est la phase de mise dans un écosystème. Est-ce que notre fonctionnalité est compatible avec le reste du logiciel? Parce que c'est bien beau d'avoir un truc qui est joli et qui marche, mais s'il fait cracher le reste du logiciel, ça pose un problème. Par exemple, si ma fonctionnalité te permet de choisir tes 15 témoignages vidéo, mais qu'à cause de ça, tu ne peux plus te connecter à mon logiciel, ça pose un problème. Donc là, ici, on essaye de voir comment la fonctionnalité cohabite avec les autres fonctionnalités autour. Ok, bon, les tests sont terminés, donc maintenant, c'est le moment de mettre en prod. Je vais te montrer comment ça se passe. On est mercredi 29 novembre, on est à quelques minutes de publier. Enfin, depuis ce matin, on se dit qu'on est à quelques minutes de publier. Et à chaque fois qu'on est là pour déployer en production, il y a toujours une pétouille de dernière minute. Donc on en a éjecté plein depuis ce matin. Tu vois le partage d'écran là, Lulu? Je me rends compte que j'ai pas mis d'image. Je clique ici. Je vais chercher une image dans mon ordinateur. C'est pas un carré de base. En bas, on a un petit listener rouge, mais rien de gramma. Je clique sur sauvegarder. Et le premier tout à l'heure, il a bugué, c'est exactement la même chose. Il y a un truc sur l'image, on est d'accord. L'image apparaît comme ça, mais elle apparaît en carré dans le wall. Vince, je te passe un lien. Normalement, non. Pas assez de crédit pour ce témoignage. Super. Si une personne crée donc un wall, notre fameux wall qu'on suit depuis le début, elle va mettre des témoignages dedans. Elle sauvegarde. Et là, on ne sait pas pour quelle raison. Il y a un loader infini. Ça charge, ça charge, ça charge, il ne se passe rien. Parce qu'en fait, le principe en code, pour résoudre des bugs, c'est arriver à reproduire. Tant que tu n'arrives pas à reproduire le bug, tu ne peux pas résoudre le problème. Donc on est obligé d'essayer d'abord de reproduire le problème rencontré pour ensuite essayer d'y trouver une solution. Delete image, sysinfo wall image BLOB nul. On a quelque chose, on est censé forcer l'update sur le délai de l'image. On va aller voir ce que ça donne. Putain. Donc là on est d'accord. Je suis là, je fais pas de refresh, j'ai 2 témoignages. J'ai pas encore d'outils. Je vais prendre un wall. Je prends un témoignage, 2 témoignages. Je prends une image qui est pas de la bonne taille. Si je sauvegarde là, ça marche, on est d'accord. Mais si je marque là, sauvegarder, tadam! Tu vois? Donc là, en théorie, au moment où je vous parle, on a évacué tous les bugs. Je dis bien en théorie. Lucien va s'occuper de déployer le back. Dès qu'il me donne le feu vert, je m'occupe de déployer le front. Ensuite, on croise les doigts pour que la rétrocompatibilité fonctionne bien avec tous les utilisateurs qu'on a déjà chez Charlie et que ça ne vienne pas causer des problèmes chez eux. Avec cette petite ligne de code, je vais tout envoyer sur la stratosphère d'un point de vue visuel. J'ai pas appuyé, putain. J'ai ripé, j'ai appuyé sur la flèche en dessous. C'est parti. Donc là, on croise les doigts. Et puis après, voilà. Si on a fait des bêtises, il fallait réfléchir avant, c'est tout. J'espère que ça va chez moi. J'ai pas envie de me passer une soirée à des bugs. Ça y est. La fonctionnalité est donc déployée et elle est maintenant disponible pour tous nos utilisateurs. Je suis particulièrement contente et crevée en même temps. J'ai très hâte de voir comment les gens vont réagir et surtout s'ils vont l'utiliser et s'ils vont la comprendre et s'ils vont l'aimer et s'ils vont être d'accord de payer
pour cette fonctionnalité. Et ça, pour l'instant, je sais pas. Et je pourrais vous raconter prochainement, dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, dans la description, je vous mets le lien de mon wall de Your Charlie. Comme ça, si vous voulez aller voir les témoignages de nos clients, vous allez voir à quoi ça ressemble. Sur ce, passez une bonne semaine, amusez-vous bien, travaillez bien. Moi, je vais aller me reposer un petit peu. Allez, ciao!